Le match soporifique mais qualificatif contre Rennes, le mercato dans le sens des départs, Bacola, Garcia, Gomez, mais aussi dans le sens des arrivées avec Abdelli et Ennadi en dernière instance. Le bilan du mois de janvier et puis le match à venir contre le Paris Saint-Germain. Bienvenue à tous dans le DLZ numéro 33. Je suis avec Samy, Patrice et Ludo, la même team que la dernière fois. On va analyser toute l'actualité autour de l'Olympique de Marseille. Abonne-toi, like et partage. Le podcast aussi est disponible sur Spotify. Et je t'invite à commenter puisque nous lisons avec attention évidemment tout ce que vous nous dites dans l'espace commentaire. Alors nous le savions, nos soirées ne seront pas palpitantes tant que nous regarderons l'Olympique de Marseille cette saison. Pourtant, notre club l'a emporté 3-0. Mais la frustration fait la taille du gâchis dans le jeu d'un effectif qui nous promettait un jeu un peu plus alléchant. En revanche, la qualification est positive et dans un contexte tendu comme ça, moi j'ai l'impression que ça me suffit. Mais encore une fois, il y a trop de déchets aussi, trop de passes et de contrôles ratés ou de transmissions dans le mauvais timing. On va en parler, Samy. Est-ce que tu as un mot à me dire sur ce match? Non, pas forcément. J'ai vraiment eu l'impression de regarder un match entre deux malades, convalescents. Peut-être, l'un était plus rétabli que l'autre. 2 équipes pas en confiance. Je pense que l'OM l'a emporté parce que forcément tu as des individualités plus fortes, que Rennes. Mais collectivement, j'ai vu deux équipes en grande difficulté et si on fait un focus un peu plus sur l'OM parce que c'est ce qui nous intéresse, j'ai tendance à me dire, je vais pas dire que c'est plus Rennes qui a raté son match que l'OM qui a gagné, parce que 3-0 il faut quand même le faire avec, 2 jolis buts en plus et cetera. Mais, heu, j'ai quand même eu l'impression que si c'était, là quand je regarde les équipes qui sont encore en lice, si c'était, Strasbourg, Lyon qui est en hyper confiance contrairement à toi, ou même Lens en face, je vais pas dire qu'on aurait perdu, mais tu l'aurais pas gagné avec autant de facilité, parce que tu vraiment pas bien et ça transpirait vraiment dans ce match, les cicatrices de Bruges, de Paris et cetera, sur ce match donc voilà. Ludo, vu du stade, est-ce que tu as été satisfait? Tu me disais aussi que tu as été frappé par l'adversité quasiment inexistante. Oui, inexistante, je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai que, bien sûr, comme l'a dit Samy, un 3-0 en 1 de finale de Coupe de France, c'est pas non plus à jeter à la poubelle. Ça reste, un bon match de la part de Marseille parce que voilà, on a cette qualification et puis une belle victoire 3-0. Mais c'est vrai qu'en face, le Stade Rennais, c'était, assez terrible. Franchement, je me rappelle pas d'une vraie occasion de Rennes. Je crois qu'il y a un centre un peu fuyant de Merlin et deux trois actions, rapides d'Altamari, mais sinon franchement c'était, hyper faible, du côté de Rennes. Écoutez, après pour parler de l'OM, non, satisfait oui, parce qu'il y a les qualifications. Après, franchement je me suis pas régalé, au stade pour être tout à fait honnête. C'était pas vraiment un kiff d'y être, même l'ambiance n'était pas non plus incroyable, même si pour le coup il y a eu un stade qui a poussé ses joueurs, même s'il y a eu des banderoles, en début de match, on va peut-être en parler. Mais globalement, le stade a poussé aussi son équipe et il y a pas eu de moment en même temps, bon, quand tu marques au bout de 2 minutes, ça aide aussi beaucoup, je pense. Et même pareil, début de deuxième mi-temps, tu marques aussi direct, ça te change le match. Je pense à l'instar de Lens aussi où tu marques très vite, ça te permet aussi d'aborder la suite du match avec, beaucoup plus de certitude. Il avait plu, non, ôte-moi d'un doute, Ludo? Ça glissait un peu. Ouais, je crois qu'il avait plu, mais en ce moment, c'est une catastrophe à Marseille, donc ouais, il y a moyen qu'il pleuvait, ce jour-là, ouais, ouais. Donc donc ça s'est vu déjà sur le terrain et les banderoles, manque de stabilité, d'ambition et de couilles, si je peux me permettre, tous responsables. Honte à vous. Patrice, est-ce que tu as compris toi ces banderoles? Si je peux encore, continuer, «Notre passion est sans limite, notre patience ne l'est plus pour atténuer la honte, votre dernière chance» et la coupe de France. En plus, c'est magnifique, ça rime. Est-ce que tu es d'accord avec, les supporters? Est-ce que encore une fois, est-ce que tu as un mot sur le match aussi, en parallèle? Franchement, en tout cas, en ce qui concerne la banderole, je pense que c'est difficile de pas être d'accord. Franchement, tout a été dit par les supporters dans le sens où maintenant, au vu des dernières performances en Champions League et la déception contre le Paris FC, tu te dois, c'est un objectif, tu te dois de remporter cette coupe de France pour, au moins, sauver les pots cassés, si on peut dire ça comme ça. Et pour revenir sur la performance contre Rennes, bah, je vais rejoindre Samy et Ludo, hein.
c'est plus moi je dirais un soulagement plutôt que de dire que je suis vraiment satisfait parce que satisfait, ça pourrait, laisser croire qu'on avait une belle performance alors que honnêtement, c'était pas le cas. Donc vraiment, j'ai à la fin du match, j'étais soulagé. Je me suis dit: On commence peut-être à sortir de cette, mauvaise phase» et l'un des trucs que je retiens en positif, mais qui est aussi lié à l'adversité, c'est le fait qu'on n'ait pas encaissé de but. Parce que ça peut paraître anodin, mais sur les derniers matchs, c'était pas on encaissait toujours un but. C'était assez, quelque chose qui devenait assez récurrent. Donc voilà, je trouve que ça, c'est une des rares satisfactions qu'on peut avoir dans ce match. Mais encore une fois, c'est à mettre en perspective avec l'adversité qu'il y avait en face et puis voilà, hein, si on peut revenir sur le match, comme l'a dit Ludo, c'est vraiment les 2 entames de match qui te mettent sur le bon chemin et après il y a tes différentes individualités qui font la différence, que ce soit Greenwood, Weah, moi j'ai bien aimé Timber, Højbjerg en deuxième mi-temps, puis voilà. Tu l'as dit, ça faisait longtemps. Bon, j'ai regardé quand est-ce que l'OM n'avait pas pris de but depuis la dernière fois. Les 2 dernières fois, c'était Bayeux et Bourg-Péronas. Mais si on remonte à des adversités plus relevées, c'était le 14 décembre 2025 face à Monaco au stade Vélodrome. Donc ça commençait un peu à faire. Et ça s'était joué à rien, parce qu'il y a eu 2 buts refusés pour pas grand-chose en Et pour plus. pas Ouais. grand-chose en plus. C'est vrai qu'on s'en souvient. Ce soir-là, il y avait eu des petites polémiques sur l'arbitrage. Bon, toujours est-il que Jeffrey Delange enregistre un nouveau clean sheet. Samy, la Coupe de France, voilà, c'est quand même un score 3-0. Tu as l'impression d'avoir roulé sur ton adversaire. Il va rester des adversaires de taille. Bon, je vais commencer par les plus faibles, évidemment. Stade de Reims, OGC Nice, FC Lorient. Et ensuite, on a Lyon. On a le RC Lens et Toulouse. Bon, l'OGC Nice, je les ai mis dans les faibles, mais il y a quand même un effectif qui est de qualité. On va pas, voilà, si on met en parallèle leur performance et leur effectif, c'est assez paradoxal. Samy, qu'est-ce qu'on fait dans ces Coupes de France? On va la chercher? Est-ce que toi, t'y crois? Oui, j'y crois, bah, forcément, tu y crois forcément, déjà tu y crois en temps normal, même quand il y a Paris, parce que tu te dis à chaque fois que sur un match, tu peux faire la diff. Là, ils y sont pas, donc tu y crois encore plus et les secousses et les difficultés qu'on connaît depuis quelques semaines, sont pas suffisantes pour te dire que je n'y crois pas parce que voilà, moi je le dis souvent sur un même une équipe très faible, même une équipe, en difficulté, sur des matchs isolés, parce que la Coupe de France est isolée, tu vas jouer, là, tu joues ton huitième de finale, on est quoi? On est le 5 février, le quart de finale, tu le joues le 5 mars. Donc en fait, il y a vraiment des périodes très, séquencées et donc la vérité de l'Olympique de Marseille du 5 février et la vérité de l'Olympique de Marseille du 4 mars, elle sera probablement différente. Ce qui fait que, même si tu es en difficulté, tu peux aller au bout. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est effectivement le tirage parce qu'il reste de très belles équipes. Tu as des équipes en confiance. Par exemple, Strasbourg, depuis le changement d'entraîneur, ça marche plutôt pas mal, même s'ils ont perdu contre Paris, ils ont fait un super match. Tu as Lyon qui est en hyper confiance. On est sur 11 victoires d'affilée, même si je vais tempérer un peu parce qu'ils commencent un peu à tirer la langue. Là, ils vont passer sur tout le mois de février, ils auront qu'un seul match par semaine parce qu'ils sont qualifiés directement en Europa League, donc ils n'auront pas les barrages. Donc ça peut être une équipe qui peut te poser problème. Tu as Lorient qui est un peu une équipe surprise, comme a pu l'être Angers sur la première partie de saison en championnat. Lorient, c'est une équipe qui est en train de faire quelques bons résultats. Donc tu n'as pas non plus une autoroute comme ça pouvait être le cas en 2023. Maintenant, je ne vais pas te ressortir le fameux poncif. Ça doit être un objectif, c'est obligatoire, c'est ci, c'est ça c'est évident. Mais pour moi, il y a pas non plus une autoroute et c'est loin d'être fait. Bah, idéalement, je prends le stade de Reims, là, en quart de finale. Mais si tu prends Lyon à l'extérieur, Strasbourg, même au Vélodrome, c'est compliqué. Lorient sur un match, une équipe en confiance, qui ils ont 2-3 bons joueurs, ça peut être, un peu compliqué. Donc même Toulouse, hein, Toulouse, c'est une belle équipe, depuis quelques années, le travail du coach, Carlos, j'ai Martinez pas envie Novel. de ouais, exactement, j'ai pas envie d'écorcher son nom. Moi, c'est un coach que j'apprécie parce qu'en plus, c'est un coach qui a des idées proches de celles de De Zermi, mais lui, il a réussi à faire la bascule pour pouvoir s'adapter au championnat. Donc, c'est un coach qui peut te poser problème. Enfin, voilà, il y a encore de belles équipes. Patrice, un petit tirage idéal pour toi? Moi, je pense que Toulouse à domicile, ça serait pas mal. J'ai pas souvenir, tu me diras si tu as les stats, mais
de victoire de Toulouse chez nous. Bah, il y a le nul. Il y a le nul cette saison, ils ont failli gagner. Ouais, mais cette fois-ci, si Ouais. on taffe les touches longues, ça devrait aller. Ouais, mais même sur le match, ils Ça, sont ça sera pas Oui. Ouais. sur le match, ils sont meilleurs que toi, Tino. C'est vrai que sur le match, ils ont. Comment on remonte? Et c'est une équipe, quand tu regardes le classement, ils sont pas très loin du top 6, top 7 place Ouais. européenne. À chaque fois qu'ils peuvent valider le fait de revenir dans le train, ils n'y arrivent pas. Là, ce week-end, ils ont fait nul contre Auxerre, alors que normalement, ils doivent gagner. C'est pas une équipe de peintre non plus. J'ai l'impression que sur ces questions de quel tirage vous préférez, il y a toujours 2 écoles. Ceux qui veulent l'équipe la plus «faible» entre guillemets et ceux qui veulent directement Lyon, par exemple. En gros, envoyer un message fort, tu vois? Moi, c'est mon cas, Patrice. J'aimerais bien tirer un gros dès le début pour voir de quel bois on se chauffe. Après, c'est vrai qu'une grosse finale, je serais pas contre non plus, qu'on tombe pas sur tous les gros. Et voilà, je me dis, à la limite, ce serait cool qu'on ait Lyon en finale parce que ce serait vraiment l'adversité parfaite. Mais le RC Lens en quart de finale, je bouderais pas mon plaisir. Ludo, toi, t'as un petit tirage idéal? Moi, franchement, à part jouer à domicile, je veux pas spécialement quelque chose en particulier, même si bon, tu te dis un OM-Reims, normalement tout va bien, mais bon, comme, Samy a pu en parler en 2023, on n'est jamais sûr de rien avec ce club et je pense que même en 2023, on a été une équipe qui était quand même un peu plus sûre déjà de son jeu, que l'équipe de Zerbi donc, comme quoi, il peut tout se passer, surtout comme voilà, on le dit tout à l'heure, c'est des matchs, coup près, voilà, c'est un match, il peut se passer tellement de choses sur un match que même si on prend Reims à domicile, on pourrait réussir à pas se qualifier. Mais bon, dans l'idée, voilà, juste jouer à domicile, moi, c'est quelque chose qui est très important parce que malgré des matchs un peu bizarres, je pense au match contre Nantes, la défaite contre l'Atalanta, Liverpool, un peu à côté. Je pense que l'OM est quand même plutôt solide, à domicile et ce serait quand même un bon point de recevoir, pour ce quart de finale. Après, tant qu'on joue à domicile, moi, ça va. Même si on prend Lyon ou Lens, tant qu'on est à domicile, moi, je suis content. Et oui, l'OM est un club extrêmement fair-play et aime bien laisser opérer la magie de la Coupe de France. T'en as parlé, Ludo, et c'est vrai Bah, que cette année, moins, parce qu'on a mis 6-0 et 9-0 quand même à des clubs, exactement, assez faibles, mais bon, on a arrêté sait-on d'être jamais. fair-play. Ouais. Passons maintenant au mercato. Il y a eu pas mal de mouvements, notamment dans le sens des départs, ce qui était peut-être la conséquence du, de l'élimination en Ligue des Champions. Il fallait vite dégraisser, même si c'était déjà un peu le plan de se débarrasser de pas mal de joueurs avec une grosse masse salariale et qui ne faisaient pas plus partie des plans de Roberto De Zerbi footballistiquement parlant. Et c'est pour ça qu'Ulysse Garcia s'en est allé. J'ai failli mettre un maillot de Sassuolo parce que je me dis finalement c'est une antenne marseillaise. Après Ismaël Koné, on a Ulysse Garcia et Daryl Bacola qui y sont allés. Donc Ulysse Garcia, c'est un prêt avec option d'achat de 3 millions d'euros. Pour Bacola, on le vend 10 millions d'euros pour un joueur qui n'avait pas beaucoup de minutes. C'est quand même pas mal. On a Lirola qui est parti du côté de l'Hellas Vérone. On a également Robinho Vaz, au tout début du mercato, qui est allé à l'AS Roma pour 25 millions d'euros. Et Ruben Blanco qui nous a quittés également. Et vous me dites si j'en oublie. Neil Maupay. Neil Maupay qui est parti Ouais, du côté de Séville avec une grosse patate dans la lucarne pour son premier match. Enfin bref, superbe. Grosse défaite aussi. Angel Gomez aussi. Ah, grosse défaite de Ah, Séville? Ouais, 4-1, je crois. Ah ouais, quand même. Contre Majorque? Ah ouais? Bon bah ça suffit pas, hein. Mais, Ah non. mais ouais, Ah, mais il là, arrivait un peu dans un bourbier, je crois, hein, mais ouais, 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 c'est vrai que bah il a rejoint Alexis Sanchez, il me semble, si je dis pas de bêtises. oui. Mm. Ouais. Mais Ouais. en tout cas, au niveau des départs, j'ai oublié Angel Gomez qui est passé. En fait, c'est des transferts qui passent tellement inaperçus, genre il ça y a faisait 6 mois le qu'il était là, t'as même pas de temps de te souvenir, le passage il est éclair. Ah, même il y a O'Reilly, franchement, il y a le retour de prêt de O'Reilly, Et ouais, c'est voilà, ça. ouais, c'était les deux que j'ai Mais oubliés. pas un prêt transfert, mais bon. Les deux mmh, anglophones. Mais franchement, c'est incroyable, hein. Puis tu dégraisses des indésirables footballistiquement parlant, et ensuite tu fais venir Timber, Nwaneri, Abdelli et Nadi. Ce mercato, top lu, est-ce que tu as des satisfactions, j'imagine? Comment t'expliques qu'on arrive autant à dégraisser maintenant? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau dans cette institution OM? Ça faisait 2 ans qu'on voulait se débarrasser de certains joueurs, et là, ça arrive à la fin du mercato. ah bah, franchement, moi, de ce que je suis satisfait de ce mercato, c'est surtout ça, hein, parce qu'on avait tellement de joueurs,
quasiment inutiles, voire, pas bons tout simplement quand ils jouaient, avec des salaires assez importants. Je pense à Neil Maupay qui a joué, 2 matchs en Coupe de France, plus, une entrée d'une minute contre Nice juste pour chambrer les supporters adverses et qui gagnait autour des 200 000 € par mois. Donc il y avait beaucoup de joueurs comme ça, je pense à Lirola, Ulysse Garcia, tout ça. Bon, Garcia, peut-être un peu moins que les 2 que j'ai cités avant, mais voilà, c'est des joueurs qui n'avaient pas leur place dans cette équipe et qui coûtaient cher, à l'Olympique de Marseille. Donc on pourrait croire que c'est des transferts entre guillemets «logiques», mais ça va faire beaucoup de bien, aux caisses et ça te permet aussi, de pouvoir aborder le mercato, de façon plus intéressante, notamment, d'un point de vue économique. Après sur les arrivées, je pense qu'il y a de bonnes idées, à voir comment ça va se caractériser sur le terrain. Timber, Nwaneri, on a pu le voir un petit peu. Je pense que surtout Timber, il est quand même bien rentré dans cette équipe. Nwaneri, c'est, disons, un petit peu en dents de scie. Il a bien commencé. Là, ça se tasse un petit peu, mais bon, il est très jeune, il vient d'arriver, donc je pense qu'il y a pas de souci. Et puis, des joueurs comme Abdelli et Nadi. Nadi, j'avoue, je le connais pas, pour être tout à fait honnête, même si j'ai visionné des clips et cetera. J'ai plus de mal. Abdelli, je le connais un peu par contre. Je pense que c'est un très bon joueur. Après, à voir comment il peut, s'intégrer aussi à cette équipe, par rapport au milieu de terrain parce que bon, on a déjà quand même 2 milieux, je pense titulaires avec Timber et Højbjerg, donc à voir comment il va s'y intégrer ou être dans la rotation. Mais c'est un mercato plutôt intéressant, je dirais, sans avoir fait non plus de folie. Donc aucun regret sur ce mercato? À Au voir, niveau des arrivées, pardon. oui, oui, non, mais à voir peut-être, offensivement, si on n'aurait pas pu avoir peut-être un attaquant en plus, ça aurait pu être intéressant. Je pense que c'est voilà, il y a eu le départ de Robinho Vaz. Alors il faisait pas tout le temps des entrées, exceptionnelles, surtout sur la fin, c'était un petit peu plus compliqué, mais globalement, je trouvais que c'était, un profil en tout cas très intéressant, pour entrer en fin de match. On l'a perdu, bah, alors on l'a vendu pour le coup, on l'a très bien vendu, donc ça je pense que c'est une bonne vente, mais il aurait peut-être, voilà, fallu, récupérer un profil un petit peu similaire ou en tout cas un joueur peut-être offensivement parce que même si je pense que c'est jouable avec Gouiri et Aubameyang, honnêtement, je pense que c'est jouable, mais sait-on jamais, Aubameyang est quand même assez âgé, il pourrait aussi avoir un pépin. Gouiri a été blessé aussi, donc voilà, mais globalement, je suis plutôt satisfait. Samy, c'est cohérent ce mercato, l'OM s'est renforcé, non? Renforcer, bah, c'est comme d'habitude, hein, tu sais jamais, bah, quand le mercato d'été, tu sais jamais s'il est satisfaisant avant, décembre, janvier et pour le mercato d'hiver, tu sais jamais s'il est satisfaisant avant mai, en fait. Faut attendre de voir tout simplement. On peut juger effectivement sur le papier, mais là, même sur le papier, comme il a dit Ludo, tu as des joueurs que tu sors de l'inconnu, que tu connais pas. Après moi, j'ai un problème, par exemple avec, Nadi. Après moi, j'ai un problème, c'est que ça fait quand même 2 années de suite qu'en fait ton mercato d'hiver, il ne sert pas à corriger ou à ajuster, des difficultés que tu as pu avoir sportives durant les 6 premiers mois. Mais en fait, ça fait 2 mercatos d'hiver où ton mercato d'hiver, il te sert à corriger les erreurs que tu as fait au mois d'août et au mois de juillet et moi, ça me pose problème parce que le mercato d'hiver, il est là vraiment pour te renforcer. Tu l'as dit dans ta question, tu m'as demandé: «Est-ce qu'on s'est renforcé?» Et en fait, tu ne te renforces pas si tu passes ton temps à corriger les erreurs que tu as fait il y a 6 mois et la saison dernière, on a corrigé les erreurs, Wai, Brassier, Koné, cet été et cet hiver, on corrige les erreurs O'Reilly, Gomez. On dégraisse des joueurs, par exemple, comme Mopé qu'on n'a pas réussi à sortir, cet été, Ulysse Garcia et cetera. Donc je vois pas le renforcement, en fait. Moi, je vois le ouais, la correction des erreurs que tu as faites, en fait. Donc et après, il y a des joueurs, par exemple, comme Abdelli, comme il a dit Ludo, c'est un bon joueur, on le connaît tous. Mais par exemple, la saison dernière, quand Gouiri, il arrive, bah, je vois tout de suite le besoin qu'il vient couvrir. Parce qu'au poste d'attaquant de pointe, tu avais personne. Wai, il était décédé et Mopé, tu pouvais pas compter sur lui. Et donc, tu fais venir Gouiri et pour moi, ça tilt directement. Là, quand je vois Abdelli arriver, par exemple, bah, en fait, je vois pas vraiment en fait, le besoin qui va venir couvrir. Forcément, c'est un bon joueur, donc tu vas réussir à l'intégrer ici et là. Il va peut-être te faire des bons matchs, même très sûrement. Mais en fait, je vois pas le besoin. Et pour moi, en fait, tu pars de beaucoup trop loin, notamment dans un secteur de jeu qui est milieu de terrain. Quand tu perds un joueur comme Valentin Rongier et comme, Adrien Rabiot, malheureusement, tu les remplaces pas par, Abdelli ou Nadi. En fait, tu pars de beaucoup trop loin. Tu as fait des erreurs beaucoup trop grosses et majeures cet été pour, réussir à les corriger par, un joueur, comme Abdelli qui est bientôt en fin de contrat, un joueur comme Nadi qui jouait chez le 16e, du championnat belge. Enfin, pour moi, tu les c'est c'est pas comme ça que tu vas vraiment te relever des erreurs que tu as faites et notamment les 2 joueurs que j'ai cités.
Mais après, on verra. Rabiot, ouais, c'est sûr que c'est vraiment dommage. Moi, j'ai envie de rebondir quand même. Rabiot et surtout Rongier, excuse-moi si je monopolise la Non, parole. non, pas de souci. Tu sais très bien l'admiration que j'ai pour ce joueur-là. Pour moi, c'est une hérésie de l'avoir fait partir. Il y a qu'à voir juste, ce qu'il fait à Rennes et déjà comment il s'est déjà imposé comme le patron dans cette équipe-là. Mais déjà, c'est une dinguerie de le faire partir, mais la deuxième dinguerie, c'est de ne pas l'avoir remplacé et donc là, tu l'as enfin remplacé, en tout cas dans le profil, avec Nady, qui est un profil un peu comme Rongier. Mais même de ce qu'on a vu, moi, j'ai vu comme Ludo un peu des images. Techniquement, heu c'est le jour et la nuit avec Rongier. Donc en fait, tu l'as toujours pas remplacé Rongier et là tu ramènes un 6, un mec qui s'en rapproche un peu, un mec capable de casser les attaques. Mais et Rabiot, je t'en parle même pas. Moi, je suis un peu découragé par rapport à ce secteur de jeu. Oui. Non, il avait pas des envies d'ailleurs. Je pense que si tu lui donnais le choix entre aller à Rennes ou rester à l'OM, dans les conditions qu'il souhaitait, il serait resté à l'OM. Et moi, quand je vois le salaire qu'on donne à Pavard, quand je vois le salaire qu'on donne à Kondogbia, je me dis qu'aujourd'hui, le salaire que gagne, Rongier à Rennes, c'est moins que ces 2 là. Ça s'en rapproche certes, mais moi, je le donne volontairement à un mec comme Rongier qui est hyper fiable, qui, à chaque fois qu'il était à l'OM en fait, toutes les saisons qu'il a fait à l'OM en tant que titulaire, on a fini sur le podium. Il a fait une saison blanche où il était blessé toute la saison, on a fini 9e. Moi, ce mec-là, je lui donne le salaire qu'il veut. Mais on a préféré, il y a un mec qui nous a expliqué qu'il fallait, prolonger contre Kondogbia, on a préféré le donner à Pavard, donc voilà. Quand Samy parle d'un mec, je précise, c'est Roberto De Zerbi. Euh, non, mais footballistiquement parlant, Abdelli, par exemple, ce qui va pouvoir. Bon, je pointais, pardon, je reviens juste avant. Je disais que Rabiot, le plus frustrant, c'est les conséquences. On en parlait avec Lilian qui est venu me rendre visite dans ma ville d'adoption cette semaine. Et on en parlait donc quand voilà, on disait les erreurs qu'avait commises la direction récemment. C'est vrai que Rabiot fait partie des plus grandes, surtout dans les circonstances qu'on connaît. Et voilà, donc petit aparté, ça fait toujours du bien de rappeler que Rabiot était encore un joueur de l'Olympique de Marseille il y a encore 6 mois et qu'aujourd'hui on galère quand même à trouver des milieux de terrain. Ça, c'est important. Après, Abdelli, Samy, pour te répondre, est-ce que Abdelli répond pas à un besoin, et Patrice, je te prends à témoin pour relancer ce débat, est-ce que Abdelli répond pas à un besoin de manque de technicité dans la transmission? Par exemple, Timber ne va pas ramener cette passe qui tue, qui verticalise le jeu. Après, Højbjerg, on le sait, en est capable, mais c'est plutôt, enfin, c'est pas rare, mais voilà, quand il le fait, c'est bien, mais c'est pas son aspect du jeu, le plus développé. Est-ce que Abdelli répond Bah, pas à c'est ce vrai que besoin aussi? Bah, pour moi, Abdelli, numériquement, il vient remplacer, l'échec d'Angel Gomez. Angel Gomez qui arrive pour jouer 8-10 et qui a été essayé à ce poste-là de 10 et qui a pas donné satisfaction et qui a fini à Wolverhampton. Et je suis totalement d'accord avec Samy quand il parle de Rabiot. On voit plus les mois passent, plus on voit en fait la perte que représente, Adrien Rabiot parce qu'au-delà même de l'aspect, offensif parce qu'il a marqué beaucoup de buts la saison dernière. Je crois qu'il met 9 buts en Ligue 1 si je me trompe pas. Mais même, dans l'aspect défensif parce que c'est un milieu qui est très complet à la base. On n'a jamais réussi à le remplacer. Là, cette fois-ci, on prend Abdelli. J'espère que ça va fonctionner mais, on verra bien. Mais moi bah, oui, c'est clairement déjà techniquement pour moi, Rabiot, c'est bien au-dessus. Après Abdelli, il a encore tout à prouver et je lui souhaite que du bonheur à l'OM. Mais là, force est de constater que tu as toujours pas réussi à remplacer ce joueur et pour revenir sur le mercato, moi, ce qui me dérange un petit peu, ça me dérange, mais en même temps, je suis un peu fataliste sur cet aspect-là, c'est que avec l'Olympique de Marseille et je pense que c'est un constat qu'on peut faire à tous les autres clubs de Ligue 1 en dehors du PSG, c'est qu'on est obligé d'être comptable avant même de pouvoir, mettre en avant les performances sportives des joueurs. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça par rapport au cas de Robinho Vaz. Franchement, s'il y a pas cette offre-là qui arrive, certes, il avait une période de moins bien avant de quitter le club, mais je pense qu'il y a personne qui veut s'en séparer. Mais là, vu qu'il y a 25 millions sur la table et que la situation économique des clubs de Ligue 1, elle est comme elle est actuellement, bah, tu es obligé de vendre et moi, je trouve que, bah, c'est dommage. C'est dommage d'une part parce que je trouve que sportivement,
il aurait pu nous apporter. Et comme l'a dit Ludo, c'est un profil qui est vraiment différent, qui a la capacité de prendre la profondeur. On sait qu'Aubameyang, il va pas faire 5 ans de plus à l'OM, sauf s'il défie les lois de la science, mais je ne pense pas. Et je trouve que c'était bien d'avoir ce profil-là en sortie de banc qui pouvait venir contre des blocs bas en fin de match pour, pouvoir un peu, mettre un peu de feu dans les défenses et cetera. Et si tu cumules ça avec le départ de Mopé qui aurait pu revenir dans le groupe si Robinho Vaz était parti et que, bah, je sais pas, Guiri ou Aubameyang est blessé. Là, je trouve qu'on se retrouve un petit peu orphelin. Après, peut-être que Guiri et Aubameyang, n'auront pas de blessure et qu'il y aura pas de pépins et cetera. Mais c'est quand même mon petit regret du mercato, ce départ de Robinho Vaz. Bon, quoi qu'il en soit, Robinho Vaz fait rentrer des sous. On fait rentrer près de 40 millions. Et les arrivées, il y en a pour un peu moins de 15 millions. Donc c'est sûr que si c'est pour repartir l'année prochaine sur des basses scènes, et je compte même pas les salaires qu'on a plus à payer avec ceux de Mopé, parce que là je compte aussi l'option d'achat levée par Sassuolo pour Ismaël Koné. Bref, pour le mercato, voilà, Ludo, est-ce que tu veux redire un mot? Bon, Rabiot, encore une fois, si je peux rajouter une pièce dans la machine, joue actuellement au Milan AC avec des Modric et il est à côté, enfin, il est franchement dans les débats Mmh. pour être l'un des meilleurs joueurs de ce Milan AC d'Allegri. Donc, ça fait quand même mal Il au a encore cœur. marqué lors de son dernier match, en plus. Ouais. C'est le haut niveau, hein. Donc, Mmh. voilà, mais franchement, on n'en parlera jamais assez de l'erreur d'avoir fait partir ce joueur. Ouais, ouais, bien sûr, surtout qu'on a vu encore là, il y a pas longtemps, qu'il a serré la main de Jonathan Rowe et cetera. Je pense qu'en vrai, les 2 ils n'ont jamais vraiment été, énervés ou quoi que ce soit l'un contre l'autre. Je pense que tout ça a été un petit peu monté, sur une escale beaucoup trop haute par rapport à la réalité. C'est Après ça. on n'y était pas, personne de nous 4 n'y était, mais je pense Ça doit que être une voilà, escalade de réactions, en fait. oui, avec un Roberto De Zerbi qui nous explique, tous les 4 matins qu'il vient de la rue et cetera. Je pense pas qu'il se soit mis des coups de tête à enseigner, à se casser le nez, pour que les 2 soient virés. Mais bon, malheureusement, c'est fait, c'était il y a déjà longtemps maintenant dans la saison, donc faut passer à autre chose. Mais pour le coup, c'est vrai que la perte de Rabiot, ça, c'est très, très dommage. Les gars, je vais vous demander, on va faire un petit bilan du mois de janvier, que ce soit du mercato ou des matchs. Je vais vous demander pour chaque aspect, donc pour le mercato et donc pour toute cette succession de matchs qui ont été quand même assez durs à vivre parfois ou beaux à vivre pour les rares fois où ça l'a été. Samy, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu prendrais comme mot pour décrire le mercato et pour décrire ce mois sportivement? Mercato, je dirais intéressant par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on peut pas non plus, tellement, énormément se prononcer, et pour, sportivement, je dirais, catastrophique. Catastrophique parce que tu as perdu, toutes tes ambitions, sportives de la saison sur ce mois de janvier-là. Parce que quand tu reviens début janvier, tu as la tête pleine d'espoir. Parce que tu te dis: «Je vais aller chercher un trophée des champions», tu l'as pas eu. Tu te dis: «Je vais me remettre dans la course, pour le titre», bah, tu t'en es encore plus éloigné et je dis ça à 72 heures d'un match où tu vas peut-être sûrement encore beaucoup plus et définitivement, t'éloigner. Et tu te dis quoi? Tu te dis: «Bah, je suis bien placé en Ligue des champions, je vais faire top 24». Ah, tu fais top 25. Enfin, tu fais 25, je sais pas pourquoi je parle de top. Donc, un mois catastrophique où tu as absolument tout perdu sportivement sur ta saison. Enfin, on se rend pas compte de ce qui s'est passé après Bruges, où on a un entraîneur boudeur qui sèche un entraînement, où on nous explique que la tendance, elle est à un départ, où tu as l'impression que le projet est remis en question, où tu as l'impression que tout s'écroule. Donc non, pour moi, ce mois de janvier, il est catastrophique. Tu perds des matchs contre des équipes qui voit pas le jour depuis le début de saison. Le FC Nantes, ils viennent gagner chez toi à domicile 2-0. Enfin, vraiment, c'est un mois de janvier qui est catastrophique. Tu fais nul, contre le PFC 3 jours après Bruges. Moi, vraiment, ce mois de janvier-là, j'hallucine et je comprends pas pourquoi on n'en parle pas assez, tant en fait, entre les espérances qu'on avait et le fait que tu puisses ne pas atteindre ces espérances, toi, tu es encore bien en dessous de tout ça, en fait. Heu
pour moi, il y avait la place sur ce mois de peut-être finir avec un trophée, ou si tu finis pas un trophée, peut-être réduire l'écart avec Lens. Et d'ailleurs, en plus, tu les as battus, mais tu te rends compte que le week-end d'après, bah, tu perds l'écart que tu avais diminué. Tu te dis, je vais aller m'offrir un peu un printemps européen. Il y a même la place, il y a même la place, et ça, on l'oublie souvent, hein. Il y a la place à un moment de se dire, en début janvier, il te reste 2 matchs de Ligue des Champions, de se dire, je vais plutôt finir entre la 9e et la 15e, et je vais recevoir au match à l'extérieur, au match retour. Tu finis 25e. C'est inadmissible tout tout ce qu'on a vu durant ce mois de janvier. Même constat, Patrice, pour le... Ouais, moi c'est pareil, hein. Le mercato, je dirais cohérent. Je dirais cohérent sur l'aspect économique. Sur l'aspect économique et en soi, je pense que les joueurs les arrivées qui sont arrivés au club, je pense qu'elles sont bonnes. Je pense notamment à Timber et même Nwaneri, ça a l'air Oui, prometteur. évidemment, j'ai pas Mais précisé, on n'en a pas parlé, mais c'est parce on a déjà traité le sujet. J'allais le préciser pour les viewers. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qu'on a fait sur ce sujet. Je t'en prie, Patrice. yes. Et ouais, pour le mois de janvier, moi, je dirais décevant. Mais ça va dans la même lignée de ce que Samy a dit. En fait, moi, je dis décevant parce que, comme il a dit, j'avais des attentes. Et c'est ça, en fait, qui provoque, en fait, cette déception. Parce que, franchement, si tu me dis au début du mois que tu vas... Au moins, en fait, t'as tout perdu. T'as tout perdu parce que t'avais un top 24 en vue. Tu l'as plus. T'avais la possibilité de remporter un trophée, tu passé pas loin, mais tu l'as pas eu et t'avais la possibilité de recoller au trio au duo de tête. Tu l'as pas fait et moi, personnellement, je pense que c'est mort parce que je ne vois pas gagner ce week-end, mais bon, ça, c'est personnel. Donc là, tout ce qui te reste, c'est la coupe de France et ça revient sur, la banderole dont on parlait au début de l'émission. Il faut faire je dirais pas un all-in parce que si tu finis pas top 3, c'est dramatique. Là, je pense qu'on peut employer le mot fort, c'est vraiment dramatique. Mais tu dois faire limite un all-in sur la coupe de France à ce niveau-là. Parce que vraiment, en fait, tu t'es mis dans des situations qui n'avaient pas lieu d'être. Là, on n'en a pas parlé, mais le match contre Nantes, voilà quoi. C'est grave. Comme tu le dis, c'est vraiment grave. Donc, ouais, ce mois-là, il a vraiment été décevant pour moi. Ludo, est-ce que tu as trouvé tes adjectifs flatteurs? Bon, alors, flatteur, ça risque pas. Non, pour le mercato, je dirais réaliste par rapport aux ambitions. Je pense que c'est plutôt réaliste, ce qu'on a pu faire sur ce mercato. Au niveau des départs, on l'a dit que c'était plutôt très intéressant et après au niveau des arrivées, comme l'a dit Samy, ça va être compliqué de juger maintenant. Sur le papier, c'est intéressant. Voilà, il va falloir quand même, confirmer, 2-3 choses et puis pour le mois de janvier, je dirais gâchis. Gâchis parce qu'il y avait, effectivement beaucoup d'enjeux, sur ce mois-là. On en a parlé, avec, le trophée des champions notamment qui aurait pu déjà te ramener un trophée, et puis cette qualification en Ligue des champions, ce match contre Lens où tu as l'impression que ça y est, l'OM a enfin lancé et au final, 3 jours après, c'est une catastrophe. Donc voilà, je dirais gâchis parce qu'il y avait trop d'enjeux et l'OM s'est à peu près cassé la gueule sur chacun de ces enjeux-là et de façon, dramatique, honteuse. J'ai pas forcément de mots, tellement c'est terrible ce qui s'est passé sur ce mois-là. On a l'impression que tout n'a plus d'importance maintenant, à part la coupe de France effectivement, parce que le top 3, je pense qu'on peut tous les cas se dire on va pas sauter au plafond parce qu'on fait top 3, cette saison-là, je pense. Si effectivement on est au-delà de cette place-là, ce serait un drame absolu. Et si on fait top 3, on dira juste: «Bah, c'est la moindre des choses vraiment» et encore de finir derrière Lens, déjà, je pense que c'est un petit peu limite. Et puis voilà et après il y a cette coupe de France. Si Roberto De Zerbi et son équipe arrivent à gagner la coupe de France, ça sauvera quand même les meubles. Je pense qu'on peut le dire. Coupe de France plus Ligue des champions, ça sauvera un petit peu les meubles. Mais je pense qu'il y a quand même une cassure aussi avec ce qui s'est passé en Ligue des champions parce que la honte, je pense qu'on a tous, ressenti, au moment du but, du gardien de Benfica. Je pense que c'était, terrible et honnêtement, c'est tout ce que l'OM méritait par rapport aux 2 derniers matchs de Ligue des champions. Et ouais, le ciel nous est tombé sur la tête. Et c'est pour cette raison que le match contre le PSG, qui aurait dû être peut-être un classique avec beaucoup plus de suspense, n'en est pas vraiment un parce que le PSG est passé d'adversaire direct
pour voilà, se tirer la bourre en haut du classement à adversaire qui te met une distance et qui te regarde dans le rétroviseur. Samy, est-ce que tu arrives quand même à être hypé pour le match de dimanche ou t'en as rien à cirer? Rien à cirer, non, quand même pas. On reste, enfin, je reste supporter de l'OM, mais non, je suis pas hypé du tout. Bah, de toute façon, moi, la saison, elle me fait pas vibrer. Elle m'a jamais fait vibrer. À aucun moment, j'ai eu cette étincelle. En tout cas, régulièrement, depuis le début de saison, c'est compliqué pour moi. Cette saison, je la vis très mal. Donc, j'ai du mal à vibrer devant cette équipe. Et là, avec les résultats, encore plus. Donc, ouais, du mal à être hypé. En plus, hypé, pourquoi? Moi, si tu veux, quand le projet est lancé il y a 2 ans, si tu m'expliques, enfin, moi, je me projette, si tu me demandes de me projeter, je me dis quoi? Je me dis: «Bah, la saison prochaine, les classicos qu'on aura à jouer contre Paris, ça sera sûrement des classicos où justement, comme tu dis, il y aura du suspense et on sera à touche-touche» et je sais pas moi, le match retour, ça sera un match peut-être pour le titre ou peut-être un match où on est à 2 points derrière et on peut recoller, on peut les dépasser, où on est à 1 point, 3 points. Là, on est à 8 points, ça veut dire que tu vas aller te battre pour revenir à 5 points. Sachant que te connaissant, les 5 points, si tu gagnes contre Paris, tu vas encore les perdre contre, Strasbourg ou Lyon ou que sais-je. Et puis, si Paris gagne, tu peux même pas te dire: «Bah, la saison, elle est encore longue». Non, elle est pas encore longue, tu vas être à 11 points. Et pour moi, c'est une grosse anomalie, c'est une grosse tâche dans le bilan de De Zerbi sur la saison 2. Parce que la saison 1, la saison dernière, on était exactement dans la même configuration. Sauf que la saison dernière, on était à 1 match par semaine et quand tu vas jouer le classico à Paris au mois de mars la saison dernière, il y a un écart de 12 points. Et là, tu m'expliques que la deuxième saison, il y a un écart de 8 points et qui peut se transformer à 11 points. Mais je me dis, en fait, ce projet, il a ni queue ni tête et il y a pas d'évolution parce que d'année après année, tu es, de plus en plus loin de Paris. Alors que ce qu'on nous a expliqué, le storytelling autour de ce projet, c'était: «On va titiller le PSG» et d'ailleurs, les dirigeants, ils ne sont pas cachés de ça, en début de saison et même De Zerbi dans leur communication. Donc là, tu me demandes d'être hypé par ça, je peux pas. Ou sinon j'ai l'Alzheimer. Donc voilà, après si on gagne, tant mieux, mais même si on gagne, voilà. Bah, ce que tu décris, Samy, t'es pas le seul à le vivre et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que c'est une année quand même où on est censé vibrer parce qu'il y a quand même des joueurs assez sympa dans l'effectif. Est-ce que justement, c'est pas paradoxal? On a un des meilleurs effectifs, mais il n'est pas émouvant, cet effectif. C'est ce qu'on ressent. Moi, cette année, je célèbre pas les buts comme j'ai pu les célébrer les précédentes saisons. J'arrive pas à m'enthousiasmer et c'est comme ça. Et j'arrive pas à l'expliquer. Et pourtant, j'essaie de trouver des théories. Je pense que le jeu est quand même assez, on l'a dit, soporifique. Ça rend fou. Ça rend fou. On n'arrive pas à exulter, à être excité. Enfin, en tout cas, moi, j'y arrive pas. Patrice, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je suis l'Olympique de Marseille depuis quand même une bonne dizaine d'années. Je parle de regarder les matchs et non pas de les suivre sur Google quand on est enfant. Mais là, on parle de regarder les matchs. Ben, j'exultais sur pratiquement chacun des buts. Là, c'est devenu différent. Ah, c'est clair que cet OM-là, il est beaucoup moins enthousiasmant et tu peux pas nier que c'est en grande partie, si ce n'est totalement à cause du jeu produit par l'équipe. Et bah, en fait, c'est vraiment la résultante de comme je crois que c'était lors de l'épisode précédent, on parlait du système de De Zerbi qui est trop dépendant de ce que tu as en face, en fait. En fonction de la manière de le dispositif et la manière de jouer de l'équipe d'en face, bah, tu as 2 OM différents. Soit tu as l'OM de face à Lens ou tu as l'OM, contre, Nantes, par exemple, ou d'autres matchs qui ont été décevants cette saison. Pour ce qui concerne en ce qui concerne le match face au PSG, moi, je dirais pas que je suis hypé parce que comme je l'ai dit, je suis assez pessimiste quant au résultat. Je suis un petit peu curieux quand même de voir comment cette équipe-là va se comporter, surtout après la fameuse réunion, avec les supporters, pour voir en fait, même peut-être au-delà du jeu, voir l'état d'esprit en fait qu'ils vont afficher durant cette rencontre-là. Parce que comme j'ai dit, je pars du principe qu'on va pas gagner, peut-être qu'on arrivera à accrocher un nul. Je demande à être surpris, hein, mais je pense qu'on gagnera pas. Donc j'ai envie de savoir comment l'équipe va se comporter, quels seront surtout les cadres aussi, de voir leur état d'esprit,
Højbjerg, Grouli, Balerdi et cetera. J'ai envie de voir comment ils vont se comporter, mais aussi surtout de pouvoir voir si on voit ce caractère, cet état d'esprit-là que, on nous a vendu après, la fameuse réunion avec les supporters. Parce que là, il y a eu le match contre Rennes, mais bon, je pense qu'on va pas prendre en compte pour, donner, pour en tirer des conclusions. Mais là, je pense que face au PSG, ce sera un bon test pour voir si cette équipe-là a au moins, un regain dans l'état d'esprit et aussi un truc à prendre en compte parce que sur les derniers matchs, c'est quelque chose qui nous a fait défaut, c'est les entames de match. Les entames de match, j'ai si on revoit l'entame de match qu'on a fait contre, Liverpool, contre Bruges, bah, je pense qu'on peut en prendre 5. Mais si on fait une entame de match là où, on va presser, où, et on est bien placé, on arrive à mettre de l'agressivité, on gagne des duels, bah, je pense qu'on pourra avoir un match qui sera plus intéressant plutôt que d'aller au parc pour être, une victime, expiatoire, comme on dit. Ludo, curieux mais pas hypé après cette réunion des supporters, justement, tu fais bien de le rappeler, Patrice. Il y a eu une réunion au sommet avec les représentants des supporters, les joueurs et le staff, et aussi les dirigeants. Est-ce que tu es curieux de voir les réactions comme Patrice, ou pour toi c'est un peu du flan aussi et voilà. Curieux, toujours parce que, bon, c'est un match de l'OM, on a envie de voir l'OM jouer même quand c'est difficile. Après, j'ai l'impression que malheureusement, vu qu'on est bon, entre guillemets «bon» un match sur 2, peut-être que ça va tomber du mauvais côté de la pièce, pour dimanche. Non, mais en fait, je me rends compte que là, on va jouer un Paris Saint-Germain qui est pas non plus en grande forme. C'est pas une équipe qui roule sur ses adversaires. Je pense à des résultats contre Auxerre 1-0 un petit peu à l'arrache. Ils perdent au Sporting, par exemple. Contre Strasbourg, ça s'est joué à rien vraiment pour qu'ils aillent chercher la victoire. Strasbourg, comme l'a dit Samy tout à l'heure, avait fait un bon match. Ils sont éliminés de la Coupe de France et cetera. Donc je pense qu'on n'est pas non plus sur un très grand Paris Saint-Germain. Donc faut pas oublier ça. C'est-à-dire que si l'OM prend 4 ou 5 à Paris, ce sera vraiment dramatique par rapport disons à l'état actuel aussi du PSG. Maintenant, l'enjeu est moindre. L'enjeu, il est surtout, par rapport à honnêtement, faut le dire, l'enjeu, il est surtout par rapport à Lyon qui est derrière et qui est collé à toi, en fait. C'est malheureusement, faut regarder derrière, hein. On a perdu trop de points, pour pouvoir se permettre de regarder devant. Parce que comme l'a dit Samy, par miracle, tu bats le Paris Saint-Germain. Ouais, tu es à 5,2, est-ce que vraiment tu vas rattraper 5 points sur Paris? Il reste pas non plus un nombre incalculable de matchs. Moi, j'y crois pas honnêtement de revenir et sur Paris et sur Lens. Lens, tu les avais battus, si tu arrivais à enchaîner un petit peu après, tu aurais pu pourquoi pas, espérer, mais là tu perds des points encore une fois en fin de match et tout, enfin c'est plus possible donc je pense que malheureusement le résultat du match, il est effectivement intéressant par rapport aux poursuivants, notamment, l'Olympique Lyonnais, mais absolument pas pour rattraper Paris ou Lens. 21e journée aussi, 21e compo, Ludo. C'est peut-être ça aussi qui va Oui. être intéressant, parce qu'il y a eu des nouvelles recrues, et effectivement, l'Olympique de Marseille, comme le PSG d'ailleurs, n'a pas aligné 2 fois de suite, enfin même 2 fois de suite, 2 fois la même composition d'équipes identiques. Bon, je vous propose de vous plonger un peu dans la peau de Roberto De Zerbi pour ce match contre le PSG. Il y a eu l'info sortie par RMC comme quoi l'Olympique de Marseille réfléchirait à bousculer la hiérarchie des gardiens, sachant que Rouli ne donne pas entière satisfaction ces derniers temps. Donc on a Delange qui est peut-être pressenti dans les buts. Une défense à 4, en tout cas ce serait plus sympa comme ça. Ouéa, Aguerd, Medina, Emerson. Au milieu, Højbjerg, Timber avec Abdelli, euh, soit en qualité de numéro 10, mais voilà, qui peut passer aussi 8 aux côtés de Højbjerg et Timber. Et Greenwood, Guiri, Paixão. Qu'est-ce que t'en penses, Samy, de cette composition? J'ai vu aussi des commentaires qui disaient qu'il fallait enlever Højbjerg pour mettre Nwaneri et avoir un milieu totalement technique. Mais Højbjerg, quand même, c'est important, ça, son leadership dans un match comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, si on se fie aux déclarations de De Zerbi après le match contre Rennes, il va revenir à son système avec 5 défenseurs, donc on est à peu près sûr de ça. Après pour l'idée d'enlever Højbjerg, non, pour moi c'est n'importe quoi.
Tu mets pas, sur un match comme ça, en jeu contre la meilleure équipe de peut-être du monde, 2 recrues comme ça dans l'entrejeu, qui ont ni d'automatisme entre eux, ni d'automatisme avec les mecs qui sont autour d'eux. Donc moi je garde Højbjerg en plus, bah, c'est quand même ton meilleur milieu de terrain. Et après pour moi, devant, je joue, effectivement avec bah, sûrement aussi Paixão parce que, bah, comme on le dit souvent, il a cette qualité pour revenir défendre, même si moi je trouve qu'il défend très mal, mais au moins il revient et peut-être que ça peut t'aider, mais là honnêtement je vois pas, enfin, je vois pas une compo qui serait, largement meilleure que l'autre, de là à te faire, gagner le match mais je pense que oui, la compo, elle va fortement ressembler à ce que tu as vu contre Rennes. Juste, peut-être l'incorporation de Daguerre s'il est sur pied. Mais sinon sur le reste, pour moi, c'est ce que tu as vu contre Rennes avec Højbjerg, Timber, Gouiri qui pour moi, bah, il a validé, sa place de titulaire, au profit d'Auba. Paixão, moi je dis que j'aimerais le revoir, mais là dernièrement il s'est plaint de petits bobos et je crois contre Rennes, je l'ai vu un peu grimacer à un moment. Après, tu auras Greenwood, Weah, ça bouge pas et de toute façon, sur les derniers matchs, tu forces tellement sur ce duo-là, sur ce côté droit, Greenwood-Weah, quasiment toute ta production offensive vient des combinaisons que tu peux trouver sur, Greenwood et Weah que c'est sûr qu'ils seront là donc voilà. Gouiri non, t'as dit au profit d'Oba, mais non, je pense que tu t'es trompé. Du coup, j'ai pas suivi. Oui, tu mets plutôt Gouiri que Oba. Ouais, Oui, ouais, oui, oui, pardon. oui, bah, Bah oui, c'est vrai que bon, alors t'as dit pour le match contre le PSG, effectivement, on repartirait sur une compo à 5. Derrière, bon, contre Rennes, c'était à 4, mais on a compris ton propos, c'était plus dans l'animation que ce serait. bah, c'est plutôt le propos de De Zerbi qui après le match, a fait comprendre que lui, il reviendrait quand même à 5. Ouais. Mais si tu disais, on serait avec les mêmes joueurs en globalité que contre Rennes, c'est ça que. Ouais, Oui. voilà. Donc c'est Oui, Wea, après tu auras Aguerd qui va s'incorporer, je ouais, pense. voilà. Et Nwaneri qui va sauter, à mon avis. Oui, oui, je pense, ouais, là. Ouais. Patrice, est-ce que tu as un mot à redire sur ce qu'on a dit? En soi, pas particulièrement. Je suis juste pas fan de Paixão sur ses dernières prestations. Je trouve que, OK, défensivement, c'est bien, mais avec le ballon, je trouve que c'est très brouillon. Je trouve que c'est très brouillon et si tu vas avoir après tout en fait, tout dépend des intentions que tu as en allant au parc. Si tu veux pour produire, si tu veux y aller pour produire du jeu et pour essayer d'avoir, de l'ambition, moi je privilégierais, Traoré, que je trouve un peu plus propre techniquement. Je trouve que il peut plus apporter. Même si Paixão, j'aime beaucoup, sa débauche d'énergie. Je trouve qu'il moule le maillot et cetera. Je trouve que dans les derniers mètres quand même, ça il a tendance à pêcher par, la qualité technique. Mais sinon, dans l'ensemble de la compo, je pense que je suis d'accord avec, ce que tu as dit, Højbjerg, je comprends pas pourquoi, certaines personnes veulent le mettre sur le banc parce que, vraiment pour moi, si tu ne mets pas Højbjerg titulaire, tu vas pas réussir à sortir le ballon. Pour moi, c'est clair parce qu'il est trop important dans la faculté qu'il a à redescendre entre les défenseurs centraux pour t'aider à ressortir le ballon puisque vu qu'on ressort, court et qu'on joue pas long, bah, Højbjerg, il est crucial dans ce rôle-là et après oui, je suis d'accord avec le reste de la compo. Je pense que Nwaneri en sortie de banc, ça peut être pas mal. Je l'ai trouvé, légèrement moins bien sur les dernières prestations donc je pense que le fait qu'il commence, sur le banc c'est pas un scandale en soi. Ludo, à toi, qui dehors, qui in? Non, mais je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, pour Paixão. C'est vrai que c'est assez particulier parce que j'ai l'impression qu'il perd tellement d'énergie à faire ses retours et cetera, que derrière il a un manque, de lucidité, complet et il ne sait plus vraiment ce qu'il fait, offensivement. Contre, Rennes, c'était assez terrible à chaque fois qu'il avait le ballon, et que pour le coup, j'ai trouvé que contre Rennes, il avait essayé un peu plus
que sur certains matchs, mais alors c'était une catastrophe absolue. J'ai l'impression qu'il a quasiment rien réussi avec le ballon, donc il pourrait faire un petit tour sur le banc, pourquoi pas, en fonction de comment, De Zerbi, veut organiser son équipe. Après pour moi, le reste ne bougera pas, je pense qu'il sera effectivement avec, 3 centraux derrière. Weah forcément titulaire, Emerson forcément titulaire. Je pense que ce sont 2 hommes forts aussi de l'OM. Après pour Nwaneri, à voir, à voir. Je pense que c'est un bon joueur, mais qui est peut-être pas non plus encore prêt aussi pour ce genre de match, même s'il fait son match contre Lens. Mais je sais pas, j'ai l'impression des fois, voilà, il est pas encore complètement dedans. J'ai l'impression qu'il est pas vraiment encore intégré à cette équipe et qu'il sait pas vraiment encore ce qu'il fait, ici. J'espère qu'il va vite le comprendre parce qu'il reste quand même pas très longtemps. Mais voilà, non, je pense que le De Zerbi va pas inventer de folie, contre le Paris Saint-Germain, même s'il a été capable, dans le temps, je pense à Bakola contre Newcastle, par exemple. Mais, il y aura pas je pense qu'il n'y aura pas de folie dimanche. Donc Rouli, Moi, je pense qu'il va mettre Rouli, ouais, pour le coup, je serais plus de la team à voir Delange. Je pense qu'on est globalement peut-être, d'accord là-dessus, mais je pense que Rouli sera titulaire. t'as pas l'air d'accord, Samy. On garde Rouli? Ah non, j'ai rien dit du Est-ce tout. que, est-ce que j'ai cru que tu faisais les gros yeux quand Ludo a dit qu'il mettrait plutôt Delange. Ah non, non, même pas, non. Ah, bah après, enfin, moi, j'avais pas forcément réagi par rapport à ce qu'a dit Ludo sur Delange, mais à choisir, enfin, même si Rouli nous a coûté bah, pas mal de choses dernièrement, moi, je vois pas pour l'instant l'urgence de changer parce que c'est un poste spécifique, gardien. Enfin, quand ton numéro 9 par exemple, il est sur une période où il rate beaucoup, le changer, effectivement, ça peut être pertinent. Un défenseur qui va faire plusieurs bottes, ça peut être pertinent. Gardien, je sais pas, parce que gardien, généralement, entre le niveau du numéro 1 et le numéro 2, il y a quand même un écart qui est plus gros entre, je sais pas moi, par exemple, quand tu vas changer Guiri ou Oba. Moi, ce système, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ce système de Delange joue la Coupe de France et Rouli joue le championnat, pour l'instant, je le changerai pas. Après, s'il met Delange, je trouverais pas ça scandaleux. Effectivement, comme l'a dit Ludo, ça se tient et ça s'entend et ça m'empêchera pas de dormir. Mais je saute pas dessus en me disant il faut absolument changer Rouli. Pour l'instant, moi, le système, il est bon parce que je me dis derrière, si tu mets Delange et que Delange, il est pas bon et que derrière, bah, tu peux, je sais pas, Delange, il fait une, 2, 3 bourdes. Derrière, tu fais quoi, quart de finale de Coupe de France? Parce que toi, tu avais expliqué en conférence de presse que ça allait être Delange qui allait jouer la Coupe de France. Tu vas faire quoi? Tu vas faire finir la saison à Rouli. Rouli, lui non plus, il est pas bon. Moi, je préfère garder ce système un peu hybride. Après, si vraiment ça empire avec Rouli, là, effectivement, il faudra peut-être changer. Si je peux juste rajouter un truc par rapport à Péchao, parce que je l'ai dit sur X, moi, c'est un joueur comme vous tous, il me sert pas grand-chose. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on va jamais se floquer un maillot, Péchao. Exact. Et mais je trouve, j'ai remarqué sur les derniers matchs de plus en plus, quand il a le ballon, j'ai l'impression que les mecs qui sont autour de lui, en fait, ils ont compris que c'était un peu un joueur fou, qui pouvait faire un peu n'importe quoi et je pense que le fait de savoir qu'il peut faire n'importe quoi, j'ai l'impression que quand je vois les mecs autour de lui, ils se mettent tous un peu en mode activation. Ils se mettent tous en mode un peu à faire des appels, à demander le ballon vers l'avant parce que je sais pas, ils voient que, bah, c'est un mec qui fait un peu n'importe quoi, qui part un peu dans tous les sens et tu sens un peu une émulsion dans cette équipe. Je sens qu'il apporte un truc, mais quand je dis ça, je suis pas en train de dire, quand il a le ballon, il fait des trucs, exceptionnels et ça bonifie le jeu de l'équipe, mais je parle vraiment plus de l'attitude des mecs qui sont autour de lui. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des mecs qui se réveillent quand Péchao a le ballon. C'est un peu paradoxal à dire, mais je trouve que ça saute aux yeux et je trouve que dans une équipe qui est un peu en manque de confiance et souvent tu as plus de joueurs derrière le ballon que devant le ballon, avoir un mec qui fait dire aux coéquipiers: «Bah, je vais me bouger, je vais faire un appel», je pense que ça peut être important. Je parle d'un déséquilibre. Ouais, un déséquilibre et je sais pas, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il a le ballon, il y a tout le monde qui lui demande. Alors, est-ce qu'ils lui demandent parce qu'ils lui font pas confiance et ils veulent qu'il il se débarrasse du ballon le plus vite possible? Je sais pas. Peu importe, mais en tout cas, c'est pour la bonne cause parce que ça fait que, bah, que tu as des mecs qui sont un peu proactifs, autour de lui. Un petit mot sur Murillo, messieurs, avant de finir. Bon, très très court, hein. Murillo, voilà, qui a été prié d'aller voir ailleurs après ses prestations du mois de janvier, où effectivement contre le PFC c'est très moyen, contre Bruges c'est très moyen, contre Liverpool aussi. Bon, est-ce qu'on va le regretter? Est-ce que, bon, j'imagine qu'on va pas regretter non plus Murillo, on n'est pas non plus à ce stade-là.
Mais est-ce que vous trouvez ça juste? Ludo, vas-y. Juste, je sais pas parce que c'est un joueur qui est quand même arrivé par la petite porte. Voilà, 3 millions d'euros. Je pense qu'on en a personne n'en attendait vraiment quelque chose et au final, il a plus apporté du positif que du négatif. Je pense que c'est un joueur qui a ses limites, je pense qu'on le sait, voilà, et les matchs dont tu as parlé, il a pas été bon. Il a plutôt été bon sur voilà, des équipes peut-être un peu moins fortes. Je pense que c'était un bon joueur de complément. Après, il arrive à 29 ans, on va en tirer potentiellement, je crois 6 millions, un truc comme ça de ce que j'ai vu. Je pense que c'est pas, déconnant de s'en séparer. Je trouve que la forme, par contre, elle est un peu limite. J'ai eu l'impression là sur les déclarations du coach et ce qui est sorti, que c'était lui, le garant de tous les maux marseillais des derniers matchs. Alors que bon, c'est un joueur qui a ses limites, on le sait. Il a pas forcément été bon sur ces matchs-là. Mais de là à le jeter un petit peu en pâture comme ça, je trouve que c'est un peu limite et que c'est pas respectueux aussi pour son passage qui, à mon sens, a été, très honnête, à l'OM. Mais après non, on va effectivement pas pleurer son départ en tant que joueur. Après humainement, je pense que c'est voilà, c'est une bonne personne qui est arrivée sans grosse tête ou quoi, donc un peu déçu que ça se termine comme ça quand même. Patrice, tu d'accord avec ça? Est-ce que c'est un peu humiliant? Bah oui, clairement. Et moi, ce qui me dérange le plus dans cette histoire, parce qu'en soi, moi, Murillo, je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup apporté à l'OM. Et je trouve que déjà, hormis, si on met de côté ses performances qui, OK, étaient moins bonnes, mais pour moi, c'était pas catastrophique non plus. Moi, c'est surtout, en fait, le double discours de Zerbi qui me fatigue un petit peu parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de certains joueurs, c'est ses garçons, c'est ses fils, c'est la crélinothérapie, c'est comme mon fils, il vient manger chez moi et cetera et après on apprend dans la Provence qu'il y a eu des embrouilles, que Murillo a été mis en réserve. Donc moi, j'ai un petit peu du mal avec ce double discours, pardon. Je sais pas si c'est une exagération de sa part ou s'il est vraiment sincère quand il le dit, mais je pense que peut-être qu'à l'avenir, il devrait un peu plus être un peu plus mesuré lorsqu'il fait l'éloge de ses joueurs, que ce soit surtout dans le côté relationnel, en fait. Parce que si demain, c'est pour, qu'il y ait des brouilles et cetera, ça risque de ressortir et à ce moment-là, tu passes un peu pour un idiot. Donc moi, j'ai un peu de mal avec cette partie-là. C'est Voilà. c'est vrai que l'Olympique de Marseille, ça fait, quelques années aussi sous Longoria que, l'éviction de certains joueurs indésirables pose question éthiquement parlant. Samy, je t'invite à parler du cas Murillo, mais aussi à commenter le fait que l'OM accueillera Toulouse en quart de finale, de la Coupe de France Et Lyon-Lens. et il y a Lyon-Lens, donc petit boulevard pour l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur Murillo et ça? D'ailleurs, c'était qui? C'est Patrice qui a gagné, Patrice, tu avais dit OM Toulouse? Ouais, c'était Bah, moi. félicitations, Ouais, Ouais. tu gagné, tu rien gagné, mais pour l'instant, tu l'honneur. tu as de la Tu ton qualification. honneur. Bah, franchement, parle pas trop vite, Ludo, s'il te plaît. Oui, C'est enregistré c'est en vrai. plus. Vas-y, Samy. Sur Murillo, moi je change rien à ce qui a été dit, par, Patrice et Ludo, sur les services qu'il a rendus. Mais, c'est pas tant le fait d'avoir fait partir Murillo, parce qu'en plus, comme l'a dit, Ludo, tu en tires une belle somme, c'est la manière. Ça, je vais pas épiloguer, là-dessus. Mais c'est surtout en fait, en fait, qu'est-ce que vont se dire les autres joueurs qui sont, bah, dans l'effectif, quand ils entendent le coach dire, «Bah, ce mec-là, il vient manger chez moi, je le fais rentrer chez moi et puis ce mec-là, moi je le tège, sans vergogne à 24 heures de la fin du mercato comme un malpropre et je lui demande d'aller s'entraîner avec la réserve». En fait, les mecs, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire: «Le mec, il est rentré chez lui et il a eu ce traitement» et moi qui, par exemple, j'ai pas forcément d'affinité avec le coach ou je suis jamais rentré chez lui ou je suis pas son chouchou, bah, qu'est-ce que ça pourra, advenir de moi, demain? Et imagine, tu as 20 joueurs qui se disent ça et surtout que c'est pas un cas isolé Murillo, c'est qu'il y en a eu d'autres avant lui. Donc moi demain je sais pas, je dis n'importe quoi, je suis Emerson, je suis Vermeeren, je suis, peut-être pas Hubert parce qu'il est assez proche de lui ou peut-être même Weah ou Peshao ou des mecs comme ça, heu, Haguer, je sais pas. Je me dis: «Mais, qu'est-ce qui peut m'arriver moi demain si, j'ai une petite brouille, avec le coach?» Surtout quand j'ai vu que, bah, Rabiot la saison dernière, pareil, une erreur, il prend l'avion, tu as eu l'épisode avec, sans le réhabiliter, hein, mais tu as eu l'épisode avec, Koné, tu as eu Brassier, tu as eu, bah, on n'en parle pas beaucoup en ce moment, mais tu as Vermeeren, en ce moment, qui joue plus du tout, parce qu'il a pris un carton rouge.
À chaque fois, tu as l'impression que les joueurs les plus proches du coach, soi-disant, c'est les joueurs avec qui il est le plus sévère. Donc moi, je pense que c'est pas un bon signal envoyé au reste du groupe. Mais bon, on voit bien, il a un problème dans le relationnel et il sait pas manager un groupe et des joueurs. En fait, il manage par le conflit, par la conflictualité et par j'ai presque envie de dire la terreur. Donc ça, tu peux pas créer un environnement sain dans un groupe. Et après pour Toulouse, bah, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, moi je trouve que c'est une belle équipe. Je regarde un peu la Ligue 1 et quand je les regarde, je l'avais dit, leur entraîneur, moi je trouve qu'il se rapproche énormément, énormément de ce que veut faire De Zerbi. Mais, lui, ça fait quand même 2 saisons, 3 saisons qu'il est là en Ligue 1 et je trouve que de plus en plus, il a appris à adapter sa méthode, à être un peu plus flexible, contrairement à De Zerbi. Il met un peu plus de verticalité dans son jeu, tout en gardant, l'approche, la même approche. Donc c'est une belle équipe, je pense qu'il peut te poser beaucoup plus de problèmes que Rennes au Vélodrome et de toute façon, on a un échantillon puisque il y a 2 3 mois de ça, ils sont venus, te poser de gros problèmes au Vélodrome. Donc c'est pas une formalité. Pour moi, la vraie bonne nouvelle, c'est plutôt le Lyon-Lens parce que je me dis qu'à la fin, il y aura un gros qui sera sorti. Ça, c'est une belle nouvelle. Mais, pour, Toulouse, pour moi, c'est pas fait. Une défaite sur les 10 derniers matchs seulement, Toulouse. Et oui. C'est une belle équipe, Oui, non, franchement. faut faire gaffe. Strasbourg ou Ils sont Monaco, 8e, C'était ils Lens. sont pas très loin. Ouais, et c'était Lens en plus, la défaite. Ouais, effectivement. je crois qu'ils sont pas très loin, ils sont 8e ou 9e max. Donc Strasbourg ou Ils Monaco, sont Stade de 8e, ouais. Reims. Après, il y a Lorient, OGC Nice, ça rappelle le début de la crise à l'OGC Nice. Marseille, Toulouse et Lyon-Lens. Voilà. Donc on a hâte de ces quarts de finale. On a hâte de ces quarts de finale qui interviendront donc au début du mois de mars, comme on l'a dit. Les gars, merci. C'est un DLZ assez complet. On a eu le temps de faire le tour de pas mal de choses. J'invite tous ceux qui sont restés jusqu'ici, évidemment, à liker, à partager. Et ce sont les plus vaillants, hein, évidemment. Commentez aussi si vous avez des choses à redire. Surtout quand c'est pertinent, on vous lit toujours avec plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas à... J'ai rien d'autre à dire, hein. J'ai dit commenter, il me reste plus rien, hein. Je crois qu'on va leur dire ciao, hein. Ciao les gars, allez l'OL.